J'ai donc le grand plaisir d'accueillir notre premier témoin de l'après-midi, car il y en aura deux, sur deux champs assez différents, en fait, il faut quand même le dire. Jean-Philippe Feuglet est un jeune chercheur en droit. Il va prochainement terminer sa thèse. Il en a la ferme intention. Sous la direction de Véronique Champaille-Desplats à l'université Paris-Nanterre, ex-Paris 10 Nanterre. Une thèse en droit public, car Jean-Philippe Feuglet est un spécialiste des lanceurs d'alerte. Il a travaillé, c'est un juriste engagé, c'est pas simplement un juriste théoricien du droit, théoricien de la doctrine juridique, c'est quelqu'un qui s'intéresse au droit en tant qu'il est un moyen d'action, et en particulier en moyen d'action pour la protection précisément des lanceurs d'alerte. Donc il a travaillé sur plusieurs terrains, un terrain africain, plus précisément nigérian. Il s'est intéressé à la manière dont on pouvait protéger les lanceurs d'alerte là-bas, et plus particulièrement, et plus récemment, je crois, à la défense. Il a participé dans le cadre du cabinet de William Bourdon à la défense d'Antoine Deltour, donc désormais célèbre lanceur d'alerte, et qui a été, je crois, condamné en appel au Luxembourg. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je pense que j'ai une demi-heure à peu près pour d'intervention. Merci beaucoup à tous les organisateurs de m'avoir invité. Bon, en réalité, je remplace William Bourdon, qui devait être là, qui est donc l'avocat non seulement d'Antoine Deltour, mais aussi d'Edward Snowden, qui est le responsable de la plateforme pour les lanceurs d'alerte en Afrique, qui, comme l'a dit Thomas, est une plateforme qui aide la société civile, qui sans se substituer à la société civile africaine, cherche à apporter une aide technique et juridique, notamment aux lanceurs d'alerte en Afrique. On cherche à pousser en faveur de la mise en place de lois de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, en lien avec la société civile. On évite de travailler avec les États directement. Alors sur la question sur la notion de lanceur d'alerte, je pense qu'on entend beaucoup de choses dans l'espace public sur la notion de lanceur d'alerte. On peut lire parfois que des choses du type Gaston Lagaffe est un lanceur d'alerte humaniste ou des choses comme ça. Bon, je pense que c'est bien en premier lieu d'essayer un peu de recontextualiser la notion de lanceur d'alerte et surtout de voir la manière dont la notion de lanceur d'alerte s'est construite historiquement. Parce que la notion de lanceur d'alerte, même si ça peut faire penser à d'autres, même si le lanceur d'alerte peut être assimilé à d'autres figures, notamment des figures antiques comme le parésiaste, le diseur de vérité, ou à Antigone, la personne qui désobéit à la loi naturelle, en fait, le lanceur d'alerte, c'est avant tout une notion qui va émerger à un instant T dans un espace géographique précis et qui va se diffuser à d'autres ordres juridiques, qui va se diffuser à d'autres sphères culturelles. Donc je pense que c'est intéressant pour introduire la notion de lanceur d'alerte de présenter un peu le contexte de l'émergence de cette notion. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais un peu parler des différents modèles de lancement d'alerte qui peuvent exister, notamment tels qu'on les retrouve dans les lois sur les lanceurs d'alerte, sur la protection des lanceurs d'alerte. Et je finirai sur la loi française, sur une critique de la loi française. On avait participé avec plusieurs personnes à la rédaction de la proposition de loi du député Gallu, qui a donné par la suite la loi Sapin II, qui a ensuite été, dont les dispositions sur les lanceurs d'alerte ont été reprises dans la loi Sapin II. Et je montrerai pourquoi cette loi ne protège pas correctement les lanceurs d'alerte. Donc, le lanceur d'alerte, en fait, la notion de lanceur d'alerte, elle a été, en langue française, elle nous vient de la sociologie des sciences. On la retrouve pour la première fois sous la plume d'un sociologue, Luc Boltanski, mais le terme a été surtout popularisé avec deux autres sociologues, donc Château-Renaud et Torny, qui eux s'intéressaient en fait à une figure qui n'est pas du tout celle qu'on désigne aujourd'hui par lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, dans les travaux de sociologie pragmatique des sciences, c'était pas forcément une personne qui travaillait dans une entreprise et qui révélait des choses, c'était pas forcément des personnes qui dénonçaient des choses, c'était même pas forcément des personnes qui cherchaient c'était même pas forcément des personnes qui cherchaient à dénoncer quelque chose ou à révéler quelque chose de secret. C'était avant tout des scientifiques ou des simples citoyens qui constataient que
tel produit de santé, par exemple, pouvait être éventuellement dangereux pour la santé des personnes. Et donc, dans la pensée de Château-Renaud et Torny, le lanceur d'alerte, c'est surtout celui qui va lancer un processus. Le lanceur d'alerte pour Château-Renaud et Torny, c'est pas forcément une personne qui désobéit, c'est une personne qui va lancer un processus d'expertise, de controverse scientifique, et qui va finalement déboucher sur une action des pouvoirs publics. Ça, c'est la théorie, donc c'est de là d'où vient la notion de lanceur d'alerte. Aujourd'hui, la notion de lanceur d'alerte, telle qu'on l'entend dans le débat public, elle est plus proche de celle de whistleblower, c'est-à-dire la notion anglo-saxonne de lanceur d'alerte. Le whistleblower, c'est celui qui siffle dans le sifflet pour alerter sur un danger ou sur une violation de l'intérêt général. Et cette notion-là, encore une fois, c'est une notion qui est située géographiquement et historiquement et qui va émerger à un moment précis dans l'histoire américaine. Le terme de whistleblower, on le retrouve en fait pour la première fois au cours d'une conférence qui a été organisée par l'avocat Ralph Nader. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Ralph Nader est une des grandes personnalités on va dire de la gauche, voire de l'extrême gauche entre guillemets américaine. Ralph Nader avait, à partir des années 60, travaillé sur les violations de la sécurité des personnes que réalisaient certaines grandes entreprises comme General Motors. Et très rapidement, Ralph Nader a été amené à travailler avec des personnes, des insiders, donc des personnes qui travaillaient au sein d'entreprises et qui avaient des informations sur des violations de l'intérêt général par des grandes entreprises, mais qui n'avaient pas de protection. Qui non seulement n'avaient pas de protection juridique, mais qui en plus étaient plutôt mal perçus de l'opinion publique. À l'époque, on désignait ces personnes-là comme snitch ou traîtres. Et donc, l'idée de Ralph Nader, quand il organise cette conférence sur les responsabilités professionnelles en 71, c'est déjà d'une part de créer une cause publique, de réunir des lanceurs d'alerte. Enfin, même si on n'emploie pas encore le terme à l'époque, l'idée était de réunir des lanceurs d'alerte et de les constituer en quelque sorte en association pour qu'ils puissent se défendre. Mais l'idée aussi était de créer un terme qui ait des connotations positives. Une personne qui siffle dans le sifflet pour alerter d'un danger, c'est plus reluisant aux yeux de l'opinion publique qu'une personne qui est un traître ou un mouchard. En fait, ce terme-là, finalement, a eu plus de succès que ce que pensaient ses créateurs. Très rapidement, comme il y a une cause des lanceurs d'alerte qui se constitue, il y a un certain nombre d'associations, notamment le Government Accountability Project, qui est basé à Washington, qui vont défendre les lanceurs d'alerte, qui vont pousser en faveur de l'adoption de législation sur les lanceurs d'alerte. Ce qui fait que de 1974 jusqu'en 1990, on a aux États-Unis plus de 40 lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Avant les années 90, la notion de lanceur d'alerte est vraiment circonscrite aux États-Unis. On ne trouve aucune trace de loi protégeant les lanceurs d'alerte dans d'autres pays. En tout cas, on ne trouve pas de trace de loi qui assume protéger les lanceurs d'alerte dans d'autres pays. Le changement qui va intervenir, il y a un changement qui va intervenir à partir du début des années 90. À partir du début des années 1990, il y a la chute de l'Union soviétique, il y a un certain nombre de pays du bloc de l'Est qui vont se doter de démocratie libérale à l'américaine. Évidemment, le département d'État américain est pleinement impliqué dans la transition démocratique de ces pays. Et notamment, le département d'État américain, avec les associations américaines, va travailler dans ces pays et va travailler avec ces pays pour mettre en place des lois sur la liberté de l'information et pour insister que dans ces pays de l'ancien bloc de l'Est, les lois sur la liberté de l'information mettent en place des dispositions protégeant les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui, là, révèlent publiquement des informations que les autorités auraient aimé passer sous silence. À partir de la fin des années 90, donc, ce phénomène-là fait qu'on parle de plus en plus dans les arènes internationales de lanceurs d'alerte. Il y a vraiment un engouement pour la protection des lanceurs d'alerte, notamment en droit international. Et les pouvoirs publics vont prendre conscience de l'intérêt des lanceurs d'alerte pour la poursuite d'un certain nombre de politiques publiques. Donc à partir de là, le lancement d'alerte, quand on parlera de protection des lanceurs d'alerte, on parlera plus forcément de désobéissance, on parlera plus forcément de liberté d'expression.
Mais à partir de la fin des années 80, à partir de la fin des années 90, on va de plus en plus instrumentaliser le lanceur d'alerte en mettant en place des lois qui protègent les lanceurs d'alerte dans des secteurs déterminés. Un des professeurs américains qui s'est intéressé à la notion de lanceur d'alerte et qui fait référence dans le domaine a identifié 4 approches différentes du lanceur d'alerte, du lancement d'alerte, qui correspondent en fait à 4 raisons pour lesquelles les pouvoirs publics mettent en place une protection des lanceurs d'alerte. Alors, il y a une de ces approches qu'il appelle l'approche par le marché. C'est une approche qui consiste à protéger les lanceurs d'alerte uniquement quand ils dénoncent à leur employeur ou à des autorités de régulation des faits liés au fonctionnement des marchés, par exemple des entorses à la concurrence. C'est une conception du lanceur d'alerte qui va vraiment émerger à partir de 2002 et de la crise d'Enron. Les États-Unis vont mettre en place une loi, la loi Sarbanes-Oxley, qui protège les lanceurs d'alerte, qui révèle des faits liés au fonctionnement des marchés aux gendarmes américains de la bourse. Cette loi-là, les États-Unis lui donnent un effet extraterritorial. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises, ou plutôt de filiales d'entreprises américaines qui travaillent dans d'autres pays, enfin qui sont installées dans d'autres pays comme la France, vont devoir mettre en place des lignes de dénonciation anonymes en interne des abus de marché. Et c'est à partir de là, aussi qu'en France, il va commencer à y avoir une polémique sur les lanceurs d'alerte, parce que l'idée de dénonciation anonyme en France, en tout cas dans les années, au début des années 2000, c'est quelque chose d'encore assez polémique. Je ne vais pas recouvrir, je vais pas parler des 4 types d'approches de la notion de lancement d'alerte, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des années 90, on a vraiment à la fois un développement de la notion de lanceur d'alerte, donc on a de plus en plus de lois dans les pays, mais aussi de conventions internationales qui prévoient des dispositions de protection des lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais le revers de la médaille, c'est qu'à partir du moment où les pouvoirs publics se sont saisis de cette création de la société civile qu'est le lancement d'alerte, il va aussi y avoir une forme d'instrumentalisation de la protection des lanceurs d'alerte. Et ça va avoir pour conséquence aussi une fragmentation du statut de lanceur d'alerte. Dans la plupart des États, excepté des États vraiment avancés comme la Grande-Bretagne, on ne va pas avoir un statut du lanceur d'alerte, on va avoir une multitude de statuts du lanceur d'alerte. On va protéger le lanceur d'alerte d'une telle manière quand il dénoncera les conflits d'intérêts, on va le protéger d'une autre manière quand il dénoncera des abus de marché, on va protéger les lanceurs d'alerte qui dénoncent le harcèlement sexuel, mais il n'y a pas d'affirmation du sujet lanceur d'alerte en tant que tel. Il y a vraiment une multitude de lois qui fragmentent le statut de lanceur d'alerte. Ce qui a posé problème, ça a d'ailleurs posé problème dans le cas d'Antoine Deltour, par exemple, parce que en droit luxembourgeois, il y a beaucoup de dispositions de protection des lanceurs d'alerte, mais manque de peau. Pour Antoine Deltour, la plupart des dispositions de protection des lanceurs d'alerte au Luxembourg ne protègent pas du tout les lanceurs d'alerte qui cherchent à informer le public, comme l'a fait Antoine Deltour, mais protègent plutôt les lanceurs d'alerte qui vont se contenter de dénoncer un certain nombre de faits à leur employeur ou aux autorités. Ce que n'avait pas fait Antoine Deltour, mais j'expliquerai la raison pourquoi. Enfin, j'expliquerai pourquoi Antoine Deltour a choisi de s'exprimer en public plutôt que de dénoncer en interne. Donc, si on peut essayer malgré tout, si on veut essayer de s'y retrouver un peu, on peut essayer en fait, si on examine un peu les différentes lois et les différentes conventions internationales qui encadrent le lancement d'alerte, on peut identifier en gros 2 conceptions du lanceur d'alerte qui correspondent à 2 conceptions différentes de l'apport de la liberté d'expression en démocratie. Il y a d'un côté une conception démocratique du lancement d'alerte. La conception démocratique du lancement d'alerte voit le lancement d'alerte avant tout comme un acte de liberté d'expression par excellence. Dans le cadre de la conception démocratique du lancement d'alerte, le but de la protection des lanceurs d'alerte, c'est d'inciter les personnes qui ont des informations sur des violations de l'intérêt général à systématiquement les rendre publiques, dans l'idée que les lanceurs d'alerte sont avant tout des vigies de la démocratie qui sont là pour favoriser le droit à l'information du public et donc pour favoriser la vitalité du débat démocratique. L'autre vision du lancement d'alerte qui est plus restreinte, qu'on pourrait qualifier de managériale ou de gestionnaire,
et qui est aujourd'hui dominante, c'est une vision du lancement d'alerte où finalement la protection du lancement d'alerte ne vise pas avant tout à protéger la liberté d'expression, mais vise avant tout à aider les pouvoirs publics ou les organisations ou les entreprises à avoir accès à des informations qui vont leur permettre d'accomplir mieux leur mission. Dans le cadre de la conception des lois qui adoptent une conception managériale du lancement d'alerte, le lancement d'alerte, c'est pas du tout, on fait généralement pas référence à l'intérêt général, on prévoit généralement pas de possibilité, sauf exceptionnel pour le lanceur d'alerte, de saisir la presse, mais on va plutôt protéger le lanceur d'alerte quand il révèle des faits précis dont les pouvoirs publics veulent être au courant, et on va encadrer très fortement la liberté d'expression du lancement d'alerte. Dans la plupart des lois sur les lanceurs d'alerte, notamment en France aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les canaux d'alerte. Les canaux d'alerte, c'est simplement le cheminement que doit emprunter une alerte quand le lanceur d'alerte lance l'alerte. En droit français, enfin j'y reviendrai, mais en droit français, par exemple, le lanceur d'alerte ne peut pas s'exprimer en public directement. Il n'a pas la possibilité. Le lanceur d'alerte doit en premier lieu lancer l'alerte auprès de son employeur. Si au bout de 30 jours, l'employeur n'a pas réagi à l'alerte, donc n'a pas pris des mesures pour remédier au problème qui est dénoncé, le lanceur d'alerte peut éventuellement saisir une autorité administrative. Par exemple, si le lanceur d'alerte dénonce, un abus de concurrence, et le lanceur d'alerte va pouvoir saisir l'autorité des marchés financiers. Et c'est vraiment en dernier lieu que le lanceur d'alerte peut éventuellement saisir la presse et informer le public. Mais le but n'est pas d'informer le public, l'idée est plutôt qu'on saisit la presse quand c'est le dernier moyen pour que les autorités réagissent parce qu'elles n'ont pas réagi en temps et en heure à l'alerte. Alors, cette distinction entre conception démocratique du lanceur d'alerte et conception managériale du lanceur d'alerte, elle est très très claire en droit européen, c'est-à-dire non seulement en droit de l'Union européenne, mais aussi dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En droit européen, vous avez d'un côté la jurisprudence, vous avez d'un côté la Cour européenne des droits de l'homme qui a une jurisprudence très avancée sur la liberté d'expression des personnes. Cette jurisprudence-là protège les lanceurs d'alerte. Alors à la base, la Cour européenne des droits de l'homme s'était surtout intéressée aux journalistes, avait surtout accordé une protection très importante aux journalistes et à leurs sources, en considérant que la presse est la pierre angulaire que la liberté d'expression des journalistes est la pierre angulaire de la démocratie. Mais petit à petit, à partir des années 2000 notamment, la Cour européenne des droits de l'homme va protéger de plus en plus de catégories de personnes, va accorder un droit à la liberté d'expression de plus en plus large à certaines catégories de personnes qu'elle considère aussi comme des chiens de garde de la démocratie, parce qu'elle considère que ces personnes-là ont une fonction critique importante dans une société, qu'elles sont là pour, en permanence, critiquer les pouvoirs publics, quand les pouvoirs publics abusent de leur autorité. Dans ces chiens de garde de la démocratie qui peuvent être des lanceurs d'alerte, il y a notamment les ONG. La Cour européenne des droits de l'homme accorde une liberté d'expression très large aux ONG et aux militants politiques. Pour prendre un exemple, Noël Mamère, tout le monde connaît Noël Mamère. Noël Mamère avait dénoncé la gestion par les autorités publiques françaises de la catastrophe de Tchernobyl. Il avait eu un certain nombre de poursuites en diffamation. Noël Mamère est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que Noël Mamère, en tant que militant politique, bénéficiait d'une liberté d'expression plus large qu'un simple citoyen, parce qu'un militant politique a une fonction de critique dans la société. Alors à cette époque-là, à l'époque où l'arrêt Mamère a été rendu en 2007, on ne parlait pas encore d'alerte, mais plus récemment, dans un arrêt qui concernait des simples riverains roumains qui avaient dénoncé des faits de pollution qu'ils avaient vus de leurs propres yeux dans leur village, la Cour européenne des droits de l'homme a aussi protégé ces militants-là qui pourtant avaient vraiment employé un ton limite insultant envers les autorités, mais la Cour européenne des droits de l'homme avait protégé ces militants en disant explicitement que ces personnes-là avaient une fonction essentielle en démocratie qui est celle de lancer l'alerte. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, en protégeant les ONG et les militants, protège d'une certaine manière des personnes qui, à un moment donné, peuvent devenir des lanceurs d'alerte.
Alors évidemment, tous les militants ne sont pas forcément des lanceurs d'alerte. Pour être lanceur d'alerte, l'idée, c'est que quand on est lanceur d'alerte, on va révéler des choses qui ne sont pas visibles immédiatement du public. Donc un militant n'est pas forcément toujours un lanceur d'alerte. Une personne qui distribue des tracts sur un marché n'est pas forcément un lanceur d'alerte. Mais quand des militants, dans le cadre de leur activité, vont avoir accès à des informations confidentielles ou vont avoir un point de vue particulier, critique sur une situation et qui veulent le rendre public, ces personnes-là bénéficient d'un droit à la liberté d'expression beaucoup plus large que celui d'un simple citoyen ou d'un salarié d'entreprise. Dans les personnes qui bénéficient d'un droit à la liberté d'expression beaucoup plus large, il y a aussi les universitaires. Pareil, un universitaire n'est pas forcément un lanceur d'alerte, particulièrement les universitaires juristes sont très rarement des lanceurs d'alerte, mais parfois des universitaires peuvent, notamment des universitaires scientifiques, peuvent découvrir, je ne sais pas, la dangerosité d'un produit. Ils peuvent révéler des résultats d'études qui dérangent les pouvoirs publics. Et donc dans ce cadre-là, des universitaires peuvent devenir des lanceurs d'alerte. Et dans ce cadre-là, ils bénéficient encore une fois d'un droit à la liberté d'expression extrêmement large, ce qui inclut la possibilité d'utiliser un ton qui peut être extrêmement provocateur, voire même parfois insultant. Parce que l'idée, c'est qu'il faut secouer le public pour que le public réagisse et que le débat démocratique soit stimulé. Le problème, c'est que cette conception qui est portée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle est globalement minoritaire, parce que d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme est un instrument subsidiaire, c'est avant tout aux États de déterminer la manière dont ils veulent appliquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Par contre, à côté, la vision managériale du lancement d'alerte en Europe devient dominante. Et le meilleur exemple de ça, c'est la directive secret des affaires, dont vous avez probablement entendu parler. Récemment, l'Union européenne a mis en place une directive sur la protection des secrets d'affaires, donc sur la protection qui vise notamment à protéger les productions des entreprises et à pénaliser les personnes qui révèlent la manière dont fonctionnent, par exemple, certains produits qui sont commercialisés par des entreprises. Cette directive secret des affaires, sous la pression d'un certain nombre de syndicats, notamment de journalistes, a mis en place pour la première fois en droit européen un statut du lanceur d'alerte. Le problème, c'est que ce statut du lanceur d'alerte est extrêmement réduit. D'une part, il n'y a pas de protection mise en place pour les lanceurs d'alerte. On met juste en place une exception au secret des affaires, c'est-à-dire que dans certains cas précis, on autorise une personne à révéler un secret d'affaires, soit publiquement, soit auprès d'une autorité. Mais c'est uniquement dans des cas extrêmement restreints. C'est uniquement lorsqu'il s'agit de révéler une faute ou une activité illégale. Or, une faute ou une activité illégale, ça ne recouvre pas toutes les hypothèses d'alerte. Par exemple, si on prend le cas d'Antoine Deltour, un des gros problèmes qu'on avait eu au moment de la défense d'Antoine Deltour, c'est qu'Antoine Deltour n'a révélé ni une faute ni une activité illégale. Alors Antoine Deltour, c'est le lanceur d'alerte de LuxLeaks. Antoine Deltour a révélé ce qu'on appelle les tax rulings. Donc je ne suis pas fiscaliste, je ne peux pas expliquer en détail quel est le mécanisme des tax rulings, mais en gros, il s'agit d'un système d'optimisation fiscale très agressif. Le Luxembourg rendait un certain nombre de décisions qui permettaient à un certain nombre d'entreprises européennes de bénéficier de réductions d'impôts qui leur permettaient de payer en gros que 10% d'impôts sur leurs bénéfices. Ce système-là, en fait, n'était pas illégal en soi, parce que l'optimisation fiscale n'est pas illégale en soi. C'est possible que ce soit contraire au droit européen, c'est possible que ce soit contraire aux règles de la concurrence qui existent en droit de l'Union européenne. Mais pour ça, il faut que la Commission européenne décide que oui, il y avait bien une atteinte aux règles de droit de l'Union européenne sur la concurrence, ce qui n'était pas le cas au moment où Antoine Deltour avait lancé l'alerte. Donc en fait, Antoine Deltour s'est retrouvé à révéler quelque chose qui n'était ni une faute ni une activité illégale en soi, mais qui aurait pu le devenir. Et donc en fait, Antoine Deltour n'aurait pas du tout été protégé par la directive, par la protection des lanceurs d'alerte qui existe dans la directive secret des affaires. Une autre distinction que font beaucoup les Américains, c'est la distinction entre fuiteur et lanceur d'alerte. Alors
Dans la plupart des lois sur la protection des lanceurs d'alerte, on protège des personnes qui vont révéler un nombre d'informations circonscrits, des personnes qui ne vont révéler que ce qui est nécessaire pour faire réagir les pouvoirs publics ou pour informer l'opinion. Par contre, la plupart des lois, par contre, aucune loi dans le monde ne protège ceux qu'on appelle les fuiteurs, c'est-à-dire ceux qui se contentent de faire fuiter sur Internet des millions de documents sans trier quelles sont les informations qui sont intéressantes et dont le public devrait avoir connaissance, et les informations qui ne sont pas intéressantes et qui peuvent nuire à des personnes. Wikileaks, par exemple, on présente souvent Julian Assange comme un lanceur d'alerte. Julian Assange n'est pas en tant que tel, à mon avis, un lanceur d'alerte. Dans le lancement d'alerte, dès le départ, c'est un mécanisme de responsabilité démocratique. C'est-à-dire que l'idée est que le lanceur d'alerte révèle encore une fois uniquement ce qui est nécessaire pour que le public soit informé ou pour que des autorités publiques prennent en charge un problème. Par contre, ce qu'a fait Wikileaks à partir de 2011, c'est que Wikileaks a mis en ligne des millions et des millions de documents. Et d'une part, parmi les documents révélés par Wikileaks, il y avait un certain nombre d'informations qui étaient non seulement pas utiles de connaître, mais il y avait aussi des informations qui ont mis en danger des personnes. Wikileaks, en révélant des millions et des millions de documents, a aussi révélé, par exemple, l'homosexualité d'un certain nombre de militants qui travaillaient dans des pays où l'homosexualité est un délit pénal. Et de la même manière, surtout, pour revenir sur l'idée que le lancement d'alerte est avant tout un mécanisme de responsabilité démocratique, eh bien, l'idée de responsabilité démocratique est difficilement compatible, à mon avis, avec l'idéologie de transparence radicale portée par Wikileaks, tout simplement parce que plus de transparence ne veut pas dire plus de responsabilité démocratique. Ce n'est pas parce que vous balancez des millions de documents sur Internet que le public va être mieux informé. Au contraire, quand des plateformes comme Wikileaks ne font pas l'effort de trier quelles sont les informations qu'il est nécessaire de révéler, ça rend plus difficile le travail des journalistes, ça alimente un certain nombre de théories, qu'on va dire, du complot, c'est un certain nombre d'effets dans l'espace public qui font que le travail de Wikileaks n'est pas forcément assimilable au travail que des lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour ou comme Edward Snowden. Et donc, où est-ce qu'on en est en France ? Alors en France, vous avez vu qu'on a mis en place récemment, l'an dernier, une loi qu'on a appelée une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Plus précisément, il s'agit de la loi Sapin II, qui en fait est une loi de lutte contre la corruption, qui contient un certain nombre de dispositions sur la protection des lanceurs d'alerte. Les députés qui ont porté le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale s'est félicité de l'adoption de cette loi, en disant notamment qu'il s'agissait d'une des meilleures lois au monde aujourd'hui sur la protection des lanceurs d'alerte. Moi, je pense que c'est pas du tout, cette loi n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les lanceurs d'alerte. Et j'ai même tendance à penser que les lanceurs d'alerte sont moins bien protégés avec cette loi que ce qu'ils n'étaient auparavant avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les avocats pouvaient toujours invoquer dans les tribunaux pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors, pour essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, on peut se féliciter dans cette loi qu'on adopte une vision très large du lanceur d'alerte. On définit le lanceur d'alerte comme toute personne physique, donc en gros tout citoyen. Ça, c'est plutôt une avancée parce que dans la plupart des lois, notamment en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, on ne protège pas tous les citoyens, on protège uniquement les personnes qui travaillent dans une entreprise, dans l'idée que c'est avant tout les personnes qui travaillent dans des entreprises qui peuvent avoir accès à des informations qui peuvent intéresser les pouvoirs publics ou l'opinion publique. Donc ça, c'est le principal apport de cette loi, c'est une définition très large du lanceur d'alerte. Par contre, cette loi, elle pousse vraiment à son terme la logique managériale du lancement d'alerte. D'une part, les canaux d'alerte, comme je l'ai dit, ne sont pas du tout adaptés à la situation concrète des lanceurs d'alerte. Quand vous êtes un lanceur d'alerte et que vous voulez obtenir la protection, si vous voulez obtenir la protection qui a été mise en place par la loi,
bah, vous devez en premier lieu saisir votre employeur. Comme je l'ai dit, vous devez d'abord saisir votre employeur. Si l'employeur n'a pas pris des mesures pour remédier à ce qui est dénoncé, 30 jours après, vous pouvez saisir une autorité administrative. Et c'est vraiment, et au bout de 3 mois, si l'autorité administrative n'a pas pris de mesures, bah là, le lanceur d'alerte peut saisir la presse. Alors, en soi, ça ne paraît pas absurde comme conception du lancement d'alerte, sauf que avec ce type de procédure, aucun des grands lanceurs d'alerte, dont on a beaucoup parlé dans les médias, n'aurait été protégé. On va prendre le cas d'Antoine Deltour et le cas d'Edward Snowden. Antoine Deltour, bah, comme je l'ai dit, ce qu'il a révélé, les tax rulings, ça impliquait à la fois son entreprise, mais aussi le gouvernement luxembourgeois. Alors, est-ce qu'Antoine Deltour aurait pu lancer l'alerte auprès de son employeur ? Son employeur était KPMG, une boîte de conseil, on va dire que son travail, enfin sans polémiquer, on va dire que le travail d'une entreprise comme KPMG au Luxembourg, c'est vraiment de faire de la fraude fiscale. Est-ce qu'Antoine Deltour aurait pu aller dire à KPMG, attention, vous faites de la fraude fiscale ? Bah, il aurait pu, mais on lui aurait dit oui, bah, bonne déduction. Voilà, on lui aurait immédiatement retiré ses habilitations, on l'aurait mis tout de suite dehors, donc voilà, ça n'aurait pas été bon pour lui. Est-ce qu'il aurait pu saisir une autorité de régulation luxembourgeoise ? Ben non, parce qu'en fait, justement, les autorités luxembourgeoises étaient pleinement impliquées dans ce système d'optimisation fiscale. Donc Antoine Deltour, pour essayer de révéler, de réveiller l'opinion publique sur cette question-là, n'avait pas d'autre moyen que de saisir la presse directement. S'il avait saisi les autorités luxembourgeoises ou son employeur, non seulement il aurait été en danger, mais en plus, son alerte n'aurait pas du tout abouti. Aujourd'hui, on ne parlerait pas du tout de ce système d'optimisation fiscale. On n'aurait pas du tout ce débat sur la souveraineté fiscale des États. Est-ce qu'Edward Snowden aurait pu lancer de l'alerte en interne ? Ben oui, en fait, en théorie, Barack Obama a mis en place une ligne interne de dénonciation des abus dans le cadre de la NSA, de la CIA. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection déjà, donc c'est uniquement une ligne de dénonciation interne, mais surtout des personnes plus expérimentées. On dit à Edward Snowden, ne saisis pas ces canaux de dénonciation interne parce qu'ils ne sont pas là pour régler les problèmes. Ils sont là pour identifier en gros les moutons noirs. Donc Edward Snowden n'aurait évidemment pas pu saisir son employeur. Enfin, Edward Snowden n'allait pas dire à la NSA « Attention, vous faites de la surveillance de masse ». On lui aurait dit « Ben oui, c'est notre travail, c'est pour ça qu'on a été créé ». Il n'aurait pas pu non plus saisir... Il aurait pu difficilement saisir une autre autorité parce que à peu près tous les organismes de l'État fédéral américain savaient que les programmes de surveillance de masse existaient. Donc là aussi, Edward Snowden n'avait pour seul moyen de lancer l'alerte que de s'exprimer en public. Donc en fait, avec ce type de système, aucun des lanceurs d'alerte médiatisés que tout le monde connaît n'aurait été protégé s'ils avaient dû suivre ce type de schéma de canaux de lancement d'alerte gradués. Un autre gros problème dans cette loi, c'est qu'il est précisé que le lanceur d'alerte doit être de bonne foi, doit agir à l'exclusion de tout intérêt personnel et dans l'intérêt public. Donc on a récupéré tout ce qui est le plus mauvais dans la plupart des lois étrangères, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors en soi, encore une fois, sur le papier, ça ne paraît pas choquant qu'un lanceur d'alerte agisse à l'exclusion de tout intérêt personnel. En soi, ça ne paraît pas choquant. Le problème, c'est qu'en pratique, aucun des lanceurs d'alerte, même les lanceurs d'alerte de très bonne foi, ne pourraient pas obtenir protection si on leur appliquait ce type de standard. Il faut savoir qu'Antoine Deltour n'a pas été protégé parce qu'on a considéré qu'il n'était pas de bonne foi. Alors Antoine Deltour, c'est vraiment la personne de bonne foi par excellence. C'est une personne qui évite le plus possible les médias, qui ne cherche pas un intérêt personnel, qui a vraiment fait ça parce qu'elle pensait faire avancer le bien commun. Mais il faut savoir que la Cour d'appel du Luxembourg, dans le dossier défendu par William Bourdon, a condamné Antoine Deltour parce qu'elle a considéré qu'il n'était pas de bonne foi. Alors plus précisément, la Cour d'appel du Luxembourg a relaxé Antoine Deltour du chef de révélation de secret des affaires. Donc Antoine Deltour avait raison de révéler ce qu'il a révélé parce qu'il y avait un intérêt public à le faire. Par contre, elle l'a condamné pour l'infraction de vol de documents, parce que
avant de révéler quelque chose, évidemment, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est que, évidemment, il faut d'abord voler des documents informatiques avant de pouvoir les révéler. Le problème, c'est qu'Antoine Deltour, qui est quelqu'un finalement de trop bonne foi, a admis devant les policiers français, il était sous pression, qu'effectivement, au moment où il avait volé les documents à son entreprise, à KPMG, il n'avait pas fait pour lancer l'alerte, il avait simplement fait ce que font la plupart des jeunes cadres de ce type d'entreprise avant de quitter leur entreprise, c'est qu'il a récupéré ces documents-là pour pouvoir plus facilement trouver du travail plus tard. Et le simple fait qu'au moment où il avait volé les documents, le simple fait qu'il n'était pas de bonne foi, enfin qu'il ne voulait pas lancer l'alerte au moment où il avait volé les documents, ça a suffi pour le condamner. Alors la Cour d'appel du Luxembourg lui a rendu une condamnation symbolique, c'était 6 mois de prison avec sursis, mais malgré tout, Antoine Deltour n'a pas été protégé, alors que parallèlement, l'Union européenne s'est saisie de ces révélations et a entamé un certain nombre de redressements fiscaux à l'égard d'entreprises. Il a reçu le prix Sakharov du Parlement européen. Donc voilà, il y a vraiment un problème avec cette notion de bonne foi du lanceur d'alerte. Alors quel est le problème au final ? Le problème, c'est déjà que cette loi-là est un peu hypocrite, on va dire, parce qu'on met en place une protection avancée, mais en même temps, on fait tout pour restreindre l'accès à la protection. Et surtout, quel est le problème ? C'est qu'avant cette loi, on pouvait facilement utiliser les avocats pouvaient facilement utiliser la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre les lanceurs d'alerte. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un instrument juridique qui prime sur le droit national, qui prime même sur la loi. Les juges sont obligés d'en faire application et la Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence assez progressiste sur la question des lanceurs d'alerte. Donc avant cette loi-là, on pouvait facilement l'utiliser pour protéger les lanceurs d'alerte. Le problème, c'est que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est subsidiaire. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est avant tout aux États de décider comment ils veulent mettre en œuvre les droits fondamentaux qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce cadre-là, le fait qu'il y ait une loi sur la protection des lanceurs d'alerte va conduire la Cour à être beaucoup moins vigilante à l'égard de la France. Dans la plupart des arrêts qui concernaient des lanceurs d'alerte en Roumanie, en Allemagne, en Pologne, la Cour est allée très loin dans la protection des lanceurs d'alerte parce que il n'y avait pas de loi qui protégeait les lanceurs d'alerte dans ces États-là. Donc la Cour considérait que le fait que les États n'aient pas mis en place de loi, ça justifiait une plus grande sévérité à l'égard des États et donc une protection plus large pour les lanceurs d'alerte. Maintenant que la France peut se vanter d'avoir une loi globale sur la protection des lanceurs d'alerte, ça va être beaucoup plus difficile d'utiliser cet instrument-là pour mettre en place une bonne protection des lanceurs d'alerte. Plus largement, le problème avec ce type de loi qui adopte une conception managériale du lanceur d'alerte, avec ce type de loi qui existe en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, enfin à peu près partout, c'est que en fait, finalement, elles n'incitent pas du tout au lancement d'alerte responsable. Elles incitent plutôt les lanceurs d'alerte à faire fuiter des documents. Pour prendre 2 exemples, en fait, en 1971, quand Daniel Ellsberg a révélé les papiers du Pentagone, les papiers du Pentagone, c'était un rapport confidentiel de l'administration américaine sur la guerre du Vietnam, qui montrait que les États-Unis n'avaient aucune chance de la gagner et que l'administration américaine trompait le public américain. Quand Daniel Ellsberg a révélé ces documents-là, il faisait partie des 10 personnes qui avaient accès, qui avaient des accréditations de secret défense qui lui permettaient d'avoir accès à ce rapport-là. Daniel Ellsberg a dû patiemment, pendant 1 an, photocopier tous les documents de ce rapport. Donc Daniel Ellsberg a vraiment eu le temps de réfléchir à son acte, il a vraiment eu le temps de choisir ce qu'il fallait révéler ou ce qu'il ne fallait pas révéler. À l'inverse, en 2011, à l'ère d'Internet, Chelsea Manning, le lanceur d'alerte qui a révélé à Wikileaks des documents montrant l'existence de crimes de guerre de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, Chelsea Manning était un modeste analyste de l'armée américaine. Il faisait partie c'était pas le seul à avoir accès aux informations secret défense qu'il a révélées. Il y avait un bon millier de personnes qui y avaient accès. Et donc aujourd'hui, le profil des lanceurs d'alerte a changé. Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations secret défense sont beaucoup moins formées qu'avant.
c'est des personnes beaucoup plus modestes, qui ont beaucoup moins de moyens financiers et humains pour choisir ce qu'il faut révéler ou ne pas révéler. Et si en plus de ça, on met des obstacles à leur protection, bah évidemment, à l'heure d'Internet, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de choisir de tout balancer à Wikileaks plutôt que de chercher à lancer l'alerte de manière responsable. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils informatiques très performants. Il y a déjà le réseau Tor qui permet plus ou moins d'être anonyme sur Internet. On développe actuellement un réseau qui s'appelle SecureDrop, qui est développé par une fondation présidée par Snowden, qui permet vraiment aux lanceurs d'alerte de communiquer de manière anonyme avec des journalistes. Donc aujourd'hui, c'est très facile pour des lanceurs d'alerte d'envoyer anonymement des documents à Wikileaks ou à d'autres plateformes qui font de la fuite, c'est-à-dire qui révèlent tout. Et donc, plus on met des obstacles à la protection des lanceurs d'alerte, plus, en fait, moins les personnes vont lancer l'alerte par les canaux habituels, et plus on va encourager le lancement d'alerte ou la fuite telle que le pratique Wikileaks. Et voilà, ça a un certain nombre d'effets. Je ne suis pas là pour charger Wikileaks, mais on pourra quand même constater que Wikileaks a une politique éditoriale assez particulière. Wikileaks a révélé beaucoup de choses sur Hillary Clinton, elle n'en a pas révélé sur Trump. Wikileaks a reçu des informations assez importantes sur la Russie et sur Vladimir Poutine, elle ne les a jamais révélées. Donc voilà, il y a un certain nombre de... Le fait qu'on favorise la fuite de documents plutôt que le lancement d'alerte responsable, ça permet aussi à un certain nombre de puissances, étrangères ou non, de manipuler l'opinion publique. Il y a un prof aux États-Unis, David Powson, qui a travaillé sur la notion de fuite, qui a réussi à faire des interviews avec des membres du gouvernement, avec des gens qui travaillent dans des agences de renseignement. Et il a montré que souvent, en fait, la plupart des fuites, c'est-à-dire la plupart des documents qui sortent de manière anonyme de l'administration et qui sont publiés dans la presse, ça ne vient pas de lanceurs d'alerte, mais ça vient principalement de hauts fonctionnaires qui cherchent, qui peuvent être en difficulté en interne et qui, pour essayer de résoudre des conflits en interne, vont faire fuiter des documents pour obtenir ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir en interne. Je ne suis pas sûr d'être clair. Voilà. Je pense que c'est bien d'avoir aussi une discussion. Alors, pour finir sur Snowden, on m'a demandé un peu de parler des lanceurs d'alerte, des grands cas de lanceurs d'alerte. Alors, William Bourdon défend... il admet publiquement, William Bourdon défend Edward Snowden. Il fait partie de l'un des 3 avocats clés dans la défense d'Edward Snowden, qui actuellement se trouve en Russie. L'idée, c'est que Snowden puisse avoir l'asile dans un des pays européens, mais ce n'est pas du tout évident. Là aussi, la question de l'asile pour les lanceurs d'alerte, c'est une question de plus en plus importante, vu que Internet permet un peu l'effacement des frontières, et que souvent, dans les cas les plus critiques, un lanceur d'alerte va devoir demander l'asile dans un autre pays. Le problème, c'est que la Convention de Genève est un outil qui n'est plus du tout adapté au profil de demandeurs d'asile tel qu'il existe aujourd'hui. Et en particulier la Convention de Genève de 1951 qui prévoit qui oblige les États à mettre en place des procédures d'asile n'est pas du tout adaptée à des cas comme celui d'Edward Snowden. Pourquoi ? Parce que la Convention de Genève prévoit certes la possibilité de demander l'asile dans un pays signataire de la Convention de Genève, mais pour pouvoir demander l'asile dans un pays signataire de la Convention de Genève, il faut pouvoir arriver dans le pays. La Convention de Genève consacre le droit d'asile, mais elle ne consacre pas un droit d'entrée dans un pays pour demander l'asile. Or, comme vous le savez, Manuel Valls, à l'époque, quand Edward Snowden avait essayé de faire une demande d'entrée sur le territoire, 20 minutes plus tard, Manuel Valls, plutôt le ministère de l'Intérieur, avait sorti un communiqué pour dire « Nous avons examiné la demande d'Edward Snowden et nous l'avons rejetée ». Sauf qu'ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y a un seul organisme en France qui peut examiner une demande d'asile, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Donc, et d'ailleurs, Edward Snowden n'avait pas déposé, à ma connaissance, de demande d'asile, il avait simplement demandé d'entrer sur le territoire. Mais la France lui a refusé l'entrée sur le territoire, et à partir du moment où un demandeur d'asile n'a pas la possibilité d'entrer sur le territoire, il ne peut pas demander l'asile dans le pays où il cherche à entrer. Et le risque, qui ne concerne pas qu'Edward Snowden, c'est que quand vous êtes un demandeur d'asile, que vous arrivez à une frontière,
vous êtes placé dans une zone d'attente dans les aéroports, donc c'est plus ou moins une zone, on va dire, de non-droit, où vous êtes placé dans l'attente soit de pouvoir entrer sur le territoire pour demander l'asile, soit dans l'attente d'un renvoi dans votre pays d'origine. Or, dans un cas de ce type-là, si Snowden entrait en France, à mon avis, le problème, c'est qu'il aurait tout de suite un refus d'entrée. Et donc, dans ce cas-là, on ne le renverrait évidemment pas en Russie, mais on utiliserait la convention d'extradition qui est entre la France et les États-Unis pour le renvoyer aux États-Unis où en fait, il serait jugé comme Chelsea Manning sous l'empire de l'Espionage Act de 1917, qui est la principale loi qui permet de condamner les lanceurs d'alerte qui révèlent des secrets défense. Cette loi-là, sur le papier, elle permet la peine de mort. Et en tout état de cause, elle permet d'enfermer quelqu'un pour plus d'une centaine d'années. Voilà. Grand merci.